pouvons commencer ce webinaire. Donc du coup, nous, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous présenter, de vous expliquer, c'est comment réduire les risques liés au modèle du sous-sol à partir de l'utilisation de la géostatistique. Donc, quand on parle de modèles ou de modélisation, on va pouvoir faire des modèles à partir des données géologiques, mais également à partir de tous les paramètres, ou quasiment tous, donc les paramètres géotechniques du sous-sol. Et cette modélisation va nous permettre d'optimiser la caractérisation des risques. Donc le modèle du sous-sol ou le modèle géologique est la fondation du modèle géotechnique. Pour faire le modèle géotechnique, on a besoin du modèle du sous-sol. Donc la géostatistique peut s'appliquer que ce soit au modèle géologique ou au modèle géotechnique, et la qualité du premier, c'est-à-dire du modèle géologique, va forcément impacter la qualité du modèle géotechnique. C'est pour cela que le modèle géologique doit être le plus proche possible de la réalité. Mais on sait très bien qu'on ne connaît pas tout ce qui se passe dans le sous-sol et qu'on n'a pas la possibilité de faire des sondages tous les centimètres. Donc, on va avoir une part d'incertitude qui va être basée sur les données qui sont dispersées et qui pourront être en grande quantité ou en très faible quantité. Donc, le modèle géologique tel que nous le construisons, il va vraiment être basé sur les données que l'on a à disposition sur le sous-sol. Mais on va également pouvoir introduire et vouloir prendre en compte des informations historiques, des informations d'affleurement ou des photos aériennes ou toutes les informations que l'on pourrait avoir sur notre sous-sol. Donc la géostatistique va nous permettre de prendre en compte toutes ces informations. Pour ce qui est du modèle géotechnique, on va vouloir prendre en compte les interactions entre le sol et les structures, donc les fondations, les soutènements, les tunnels, les différents terrassements. Donc on va pouvoir intégrer en fait toutes ces informations ensemble, voir les corrélations qu'il peut y avoir entre elles et du coup faire un mixte de toutes ces informations pour construire notre modèle. Donc, comment on va pouvoir construire ce modèle et au final, comment on va pouvoir réduire les incertitudes sur ce modèle, qu'il soit géologique ou géotechnique. Ce sera exactement les mêmes outils et les mêmes manipulations. C'est juste la donnée qui va changer. Donc, on va vouloir quantifier cette incertitude pour mieux la maîtriser et sécuriser nos modèles. Donc, on va partir sur des modèles qui peuvent être des modèles 3D ou des sections à 2D qui vont nous sembler réels, mais où on va devoir prendre en considération les différentes variabilités de surface et en déduire les incertitudes. Donc, c'est la géostatistique qui va nous permettre de pouvoir prendre toutes ces informations en considération et qui va aider, du coup, les contracteurs, les gens qui font les constructions, pour avoir une meilleure représentation du sous-sol et pouvoir interagir, en fait, en temps réel et prévoir, par exemple, des modifications de planning. Donc, c'est comme ça qu'on va réduire les incertitudes, faire une meilleure analyse de risque et ainsi gagner du temps, faire des plannings un petit peu améliorés et adapter le matériel en fonction des besoins. Donc, on va mettre en œuvre la géostatistique et là, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que la géostatistique pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler et voir un petit peu sur quoi c'est basé et comment ça peut nous permettre d'analyser et de quantifier les incertitudes. Donc, on verra différentes étapes qui sont très importantes, comme le contrôle qualité des données qui va intervenir dans différentes étapes, mais aussi la collecte des données historiques, géologiques, données de laboratoire, et
la mise en évidence de la corrélation entre toutes ces données pour mettre en évidence la construction du modèle. Donc, quand on parle de construction du modèle, on va parler d'estimation et, par exemple, de différentes méthodes. Donc, on verra soit le crigeage, soit les simulations. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails très techniques, mais je vous montrerai plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'on peut faire à partir de ces différentes méthodes. Donc là, très grossièrement, qu'est-ce que c'est que la géostatistique? Donc, on peut intervenir avec très peu de sondages, on va dire un minimum de 3 ou 4 sondages, et avec énormément de données. Plus on aura de données, plus notre modèle aura de faibles incertitudes. Donc, le but, ça va être de relier, en fait, nos différents marqueurs et de savoir qu'est-ce qui se passe entre nos différents sondages. Comme on le voit ici, entre deux sondages, on n'a pas d'informations, mais on va pouvoir construire des petites bulles, en fait, au niveau de certains sondages, faire des courbes plutôt que de tirer des lignes droites. Et tout ça va dépendre de la modélisation de nos données que l'on va choisir. On peut également représenter notre modèle de cette façon-là. Donc, c'est vraiment à partir des données de sondage qu'on va connecter ou pas différents marqueurs et de différentes façons possibles. Donc, qu'est-ce que c'est que la représentation du sous-sol la plus vraie possible, ou en tout cas la plus probable? C'est ce qui est notre plus grande préoccupation, d'essayer de réduire le risque, de faire une analyse de risque et de vérifier, de pouvoir quantifier la fiabilité de notre modèle. Donc pour ça, on va avoir besoin d'étudier le comportement spatial de nos données. C'est-à-dire qu'on va regarder à partir d'une mesure ici et une mesure ici, comment et qu'est-ce qui se passe entre les deux et comment estimer les valeurs que l'on va modéliser entre ces deux points de mesure. Donc pour ça, on va se baser sur ce qu'on appelle le variogramme. Le variogramme, c'est l'outil de base de la géostatistique. Donc pour construire notre variogramme, on va avoir besoin d'un plan de position. Donc il faut que toutes nos données soient géolocalisées. Et on va regarder la variabilité qu'il y a entre chaque couple de points. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle la nuée variographique, qui correspond à ce schéma-là. Et à partir de ce schéma-là, on va définir différents paramètres pour obtenir ce qu'on appelle notre variogramme expérimental ici. Et c'est à partir de ce variogramme expérimental que l'on va pouvoir définir un modèle. Et c'est sur ce modèle que va être basée notre estimation, notre interpolation. Notre interpolation entre différents points va être définie et guidée par le modèle que l'on aura défini à partir du variogramme expérimental basé sur nos données. Sur ce variogramme, sur ce modèle, pour définir ce modèle, on va avoir besoin de différents paramètres qui vont être définis donc, par la portée, pardon, donc, qui correspond à une distance maximum, par la pente à l'origine et par ce qu'on appelle un effet de pépite, qui peut être assimilé à un bruit, donc par exemple un bruit d'acquisition, ou par quelque chose de complètement aléatoire qui ne correspond pas forcément aux données. Donc, avant d'étudier le comportement spatial d'une propriété géotechnique ou de la géologie, on va devoir faire un contrôle qualité des données. C'est vraiment la première étape et l'étape qui va peut-être nous prendre le plus de temps, mais c'est aussi l'étape qui va conditionner le résultat de notre modèle. Donc là, je vais vous montrer différents exemples. Donc le premier exemple, c'est la cartographie de la profondeur d'un remblai pour l'installation d'un parc photovoltaïque. Et on va avoir différents types de mesures, donc des mesures de surface
de remblai, de profondeur de remblai qui ont été mesurées avec une pelle, donc vraiment très localement, et également des mesures de résistivité. Là, du coup, quelque chose qui nous donne un panel de données beaucoup plus dense. Donc, si on regarde toutes ces données, donc ici, les mesures de résistivité, on a l'histogramme qui correspond et les différents sondages donc réalisés à la pelle pour avoir la profondeur des déchets, et on a les statistiques qui correspondent également à ces données. Donc, on va regarder à voir si on a une bonne couverture de la zone que l'on souhaite estimer, que ce soit pour les données ponctuelles ou que ce soit pour les données un petit peu plus denses, et regarder si au niveau statistique, on a différentes populations qui sont déjà définies uniquement statistiquement, sans regarder la géographie de ces populations, et voir si, du coup, par exemple, ici, on sait déjà qualifier différentes zones à partir de la profondeur. Ensuite, on va travailler au niveau de l'analyse exploratoire sur la position et le lien entre cette position et nos données statistiques. Donc, on va, à l'aide de notre logiciel, donc Disatis Neo, pouvoir jouer et avoir une interactivité complète entre la spatialisation et la statistique pour pouvoir voir, par exemple, où se situent nos valeurs fortes, pouvoir jouer avec la distribution statistique et voir spatialement, localement, où est-ce que ça se situe, pour voir déjà si on peut faire des premières hypothèses. Ensuite, là, on a vu qu'on avait différentes données. Donc, on va pouvoir regarder si ces données sont corrélées entre elles, si elles suivent le même modèle, pour voir par la suite si on va pouvoir utiliser ces deux données différentes, l'une avec l'autre, pour améliorer l'estimation de l'une et de l'autre. Donc, l'analyse des données va nous permettre vraiment une consolidation de notre base de données. Donc, c'est vraiment très important. On va pouvoir voir, par exemple, que la longueur de nos différents échantillons peut varier complètement, par exemple, d'une campagne à une autre, et ça aura une importance pour la suite des traitements. Donc, c'est une information que l'on doit prendre en compte. On va pouvoir faire l'analyse de différents bruits de fond, donc effet de pépite que l'on pourra par la suite enlever de notre analyse pour obtenir un résultat qui concerne vraiment uniquement nos données. On aura également la vision de différentes interprétations. Donc là, par exemple, on pourrait voir uniquement statistiquement un désaccord entre différents géologues ou entre différentes campagnes. On va pouvoir mettre en évidence des valeurs aberrantes, à savoir, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que c'est une erreur de saisie? Est-ce qu'il y a eu un problème au moment de l'acquisition de cette donnée? Donc, on va pouvoir se poser plein de questions auxquelles on va essayer de répondre, ou en tout cas, on aura la possibilité de justifier les différents choix que l'on va prendre pour fabriquer notre modèle, et du coup, choix qui rentreront en compte dans l'analyse de risque. On peut avoir également des biais entre les distances de mesure, donc entre différents outils, différents opérateurs, où on va avoir une non-linéarité de l'outil d'acquisition. Donc, toutes ces choses-là, ici, on peut les voir uniquement à partir de la statistique de nos données. Donc, une fois qu'on a déjà fait toute cette analyse, on va maintenant prendre en compte la spatialisation de ces analyses. Si on regarde l'analyse multivariable, toujours statistiquement, en regardant également géographiquement où est-ce que se situent les différentes, on va dire les différents points rouges, qui seraient les points les plus discordants entre deux différents types de données, on va pouvoir améliorer notre coefficient de corrélation. Uniquement, par exemple, en sélectionnant ou en ne prenant pas en compte ces points
au moment de notre analyse et de notre modélisation. Ensuite, on va faire l'analyse spatiale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de la nuée variographique, on a défini différents paramètres pour obtenir ce variogramme expérimental. Donc ici, on voit qu'on a des pics un petit peu difficiles à modéliser. Donc, on va pouvoir sélectionner certains points qui correspondent du coup aux fortes variabilités, donc ces points, et voir sur la carte à quel couple de points ils correspondent. Donc, on a vraiment une interactivité totale entre la statistique et la géographie de nos données. Et on va se rendre compte qu'en masquant ces points sur notre variogramme expérimental, eh ben, on va obtenir quelque chose qui est beaucoup plus facile à modéliser et qui va pouvoir être utilisé pour notre modélisation 3D. Donc là, après, ça va être d'expliquer, de comprendre pourquoi ces couples de points ont des fortes variabilités. Peut-être, par exemple, ici, c'est uniquement à cause de ce point-là. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il n'est pas réel? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très local et du coup qu'on doit prendre en considération? Parce que du coup, ça doit être quelque chose qu'on va devoir restituer au moment de notre modélisation ou pas. Et voilà le type de modèle que l'on va obtenir à partir de ce variogramme. Donc là, on va obtenir une estimation, une carte, donc ici en 2D, qui nous représente la profondeur de nos déchets, de nos déchets en dessous du remblai pour toute notre zone. Les points noirs représentant nos données, là où on avait fait des mesures avec la pelle, et à partir de ces points noirs et à partir du modèle que l'on vient de construire, on peut faire une estimation en n'importe quel point et éliminer le risque de ne pas pouvoir justifier un prélèvement à tel endroit ou à tel endroit. Ce qui est intéressant dans la géostatistique et ici dans le crigeage, c'est qu'à chaque fois qu'on a une estimation, qu'on obtient une carte, on va avoir la variance d'estimation qui est associée à cette carte. Donc en fait, pour toute estimation, pour tout point, on aura l'incertitude qui correspond à cette localisation, la variance d'estimation. Et on va pouvoir faire du coup l'analyse de risque qui correspond. C'est aussi, par exemple, à partir de cette carte que l'on va pouvoir définir si on a besoin de faire un rééchantillonnage dans certaines zones et du coup de définir la zone la plus adéquate qui nous permettra de réduire nos incertitudes et donc de réduire notre risque pour la suite de nos travaux. Au moment d'intégrer différentes données, on va également pouvoir prendre en considération alors soit une autre propriété, soit par exemple un coefficient de sécurité. Enfin, on peut vraiment prendre en considération tout type d'informations à partir du moment où on a une corrélation avec la valeur que l'on souhaite, avec la propriété que l'on souhaite estimer, on pourra utiliser ces différentes variables. Donc ici, on voit qu'on a, entre notre résistivité et nos profondeurs de déchets, on a une bonne corrélation, quels que soient les outils qui ont été utilisés. Donc du coup, on va pouvoir faire une estimation bien plus fine de notre profondeur de déchets. Ça, c'est la carte que l'on obtient uniquement avec les mesures prises localement avec la pelle. Et ça va être la carte que l'on obtient en prenant en compte également les mesures de résistivité. Donc, on voit bien la différence. On voit bien qu'on arrive à un niveau de détail beaucoup plus important dans le cadre de l'utilisation multivariable. Et de fait, on va également réduire les incertitudes. On va se retrouver
avec une carte d'incertitude en multivariable qui est beaucoup plus précise que dans le cas du crigeage simple. Donc ça, c'était un premier exemple pour vous montrer les différents résultats que l'on peut obtenir et comment ça se représente entre le fait de vous parler d'un variogramme et le fait d'obtenir vraiment une carte. Si maintenant, on regarde un deuxième exemple, donc c'est la cartographie du fond marin pour pouvoir déterminer l'emplacement du XO. Donc, les données, c'est de la magnétométrie et on va vouloir essayer de définir où sont nos UXO. Donc là, on a l'analyse exploratoire. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur toute cette analyse exploratoire. Je vous montre simplement les différentes cartes et les différents schémas que l'on peut obtenir. Et on voit donc qu'on a quelque chose de très regroupé dans cette zone-là. Après, à voir si on va aller essayer de chercher et d'expliquer les différents points qui sortent de ce fuseau. Au moment du contrôle de qualité, on va pouvoir également s'apercevoir qu'on a des petits problèmes de géolocalisation. Donc là, on représente nos différentes lignes et puis on voit qu'on a des petits sauts. Ces petits sauts, au niveau spatial, vont aussi avoir une importance et vont aussi pouvoir être représentés au niveau du temps. Donc, on va pouvoir travailler en spatial, mais également en temporel. Ensuite, on va traiter, du coup, ces petits décalages, toujours à partir d'une interpolation par crigeage. Et on voit, du coup, que l'on obtient donc une carte ici, que l'on va pouvoir réutiliser après. Du coup, c'est la correction d'une ligne que l'on va pouvoir, du coup, reprendre et remixer avec les autres lignes par la suite. Et on a toujours la carte d'incertitude associée à ce résultat. On va pouvoir faire du multivariable, donc étude de la corrélation entre les deux magnomètres. Et au final, on va obtenir cette cartographie présentée ici. Donc, l'analyse exploratoire des données nous permet de supprimer des altitudes erronées, de faire un rééchantillonnage, puisqu'on a vu qu'il y avait un petit décalage au niveau des deux magnomètres, de faire plein de petites corrections. Et une fois que ces données sont validées, on va pouvoir lancer notre crigeage. Donc là, dans ce cas-là, on a également dû prendre en considération d'autres outils mathématiques pour pouvoir vraiment mettre en lumière les résultats. Donc là, on a travaillé avec ce qu'on appelle une anamorphose. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a fait donc cette anamorphose qui est une transformation mathématique avant de faire le cocrigeage entre les deux magnétomètres. Et comme ça, on peut mettre bien en évidence la position des UXO. Maintenant, on a vu des exemples en 2D. On va pouvoir regarder et voir ce que l'on obtient également en 3D. Parce qu'on peut, bien évidemment, travailler en 2 dimensions ou à 3 dimensions. Donc, c'est là qu'on va vraiment obtenir, par exemple, nos modèles géologiques dont je vous parlais tout au début. Donc, qui vont être la base après pour faire les modèles géotechniques en 3D. On va, pour obtenir ces modèles géologiques, travailler avec ce qu'on appelle des simulations de faciès. Les simulations de faciès dans Isatis Neo, donc le logiciel que l'on fabrique, avoir la possibilité de travailler avec des simulations plurigaussiennes ou des simulations multipoint. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir travailler avec différents types de variables. Les plurigaussiennes vont travailler uniquement avec des données de faciès, donc des variables catégorielles, où on va pouvoir définir en fait la stratigraphie du champ que l'on souhaite modéliser. C'est-à-dire qu'on va construire un drapeau de manière à définir les liens entre les différentes lithologies. Donc, on va avoir un contrôle précis des relations et des limites entre chaque faciès lithologique. Ce qui va nous permettre d'obtenir des images réalistes
et détaillé des structures internes de notre modèle, de notre sous-sol. Pour ce qui est des simulations multipoint, c'est quelque chose qui va se baser sur une image d'interprétation qui va être le socle de notre simulation et qui peut prendre en considération là des variables catégorielles ou des variables numériques, donc variables discrètes ou variables continues. Et on va obtenir de la même manière un modèle très précis avec lequel on pourra jouer en fonction de différents paramètres pour obtenir vraiment quelque chose qui correspond à ce que l'on imagine, mais également en intégrant les données. Donc voilà un exemple sur le chantier du Grand Paris de ce que l'on peut obtenir comme type de modèle. Donc on voit qu'on a ici un grand bloc d'une même stratigraphie et ensuite on voit le détail de la lithologie avec ici en noir les différents sondages, les différentes données que l'on avait à disposition pour pouvoir construire ce modèle. On a également travaillé avec SolCloud pour pouvoir voir quelles étaient les possibilités que l'on avait pour intégrer nos modèles 3D et voir comment il pouvait être utilisé dans ce logiciel. Donc, on n'a pas encore finalisé, on va dire, l'interopérabilité entre les deux logiciels, mais c'est quelque chose qui est possible. On a fait plusieurs POC, plusieurs tests, donc c'est quelque chose qui est envisageable si vous souhaitez travailler avec SolCloud et intégrer la modélisation 3D de vos zones à partir de la géostatistique. Vous pourrez mixer les deux informations. Donc là, on voit bien, donc c'est des cartographies, des modèles obtenus et exportables sous différents formats de données. Là, je vous montre un exemple avec SolCloud, mais c'est possible, on travaille énormément sur l'interopérabilité avec différents logiciels. Donc après, pour la géotechnique, avec Leapfrog, avec différents GIS, on aura la possibilité d'exporter en fait les données pour pouvoir les traiter et pouvoir travailler avec différents logiciels. Ici, un autre exemple pour comparer, par exemple, ce que l'on obtient avec une modélisation géologique classique, donc qui est réalisée en haut, et une modélisation géologique faite avec les pluries gaussiennes. Avec exactement les mêmes données, on voit qu'on va aller à un niveau de détail beaucoup plus important et qu'on va pouvoir avoir des structures, si on regarde par exemple ici, qui sont un petit peu différentes entre le modèle classique et le modèle avec les pluries gaussiennes. Et cette différence, elle est uniquement due au fait qu'on prend en compte un modèle basé sur notre variogramme, basé sur nos données, sur l'intégralité de nos données. Donc maintenant, d'autres exemples un petit peu plus géotechniques, donc sur des propriétés géotechniques et sur l'analyse de risque. Donc l'analyse de risque, elle va être mise en œuvre également à partir de simulations géostatistiques et elle va nous permettre en fait d'obtenir plusieurs simulations, donc une quantité de réalisations possibles sans qu'en soi aucune ne soit vraiment vraie. Ce sont des modèles probabilistiques, mais à partir de ces simulations, on va pouvoir obtenir différents résultats qui, eux, vont nous permettre de faire l'analyse de risque. Donc, on va pouvoir obtenir une carte de probabilité, par exemple, ou pouvoir prendre en compte les coefficients de sécurité et travailler sur différents seuils pour voir, par exemple, également en hydrogéologie, si on veut travailler sur un modèle pour définir les zones d'inondation, on va pouvoir prédire ce type d'informations. Donc là, un exemple de modélisation probabiliste du sous-sol
pour un tunnel ferroviaire. Donc, on a fait plusieurs simulations et ensuite, on regarde, donc soit une simulation qui nous paraît bien, qui va être une des réalistes, et on va surtout travailler sur l'évaluation des risques. Donc, par exemple, ici, lié au creusement du tunnel pour, par exemple, l'usure des outils de coupe. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée avec Maxwell Géosystèmes et avec Jacob Graswick en particulier à Houston. Et donc, il a regardé, en fait, l'usure des outils et la probabilité en fonction du faciès dans lequel on se trouvait. Donc, en fait, on va former une enveloppe autour de ce faciès et regarder pour différents paramètres géotechniques comment il se comporte à l'intérieur de ce faciès. Et on va pouvoir obtenir la probabilité d'usure, on va dire, des outils en fonction de la position dans notre tunnel. On peut également obtenir un intervalle de confiance. Donc là, vous avez la représentation de l'intervalle de confiance à 95% à partir des réalisations faites avec les simulations plurigaussiennes. Donc, on réalise par exemple 1000 simulations et on obtient comme cela l'intervalle de confiance pour notre zone et pour différentes propriétés géotechniques. Donc, ça peut vraiment être fait à tout moment, ça peut être mis à jour à partir du moment où on va intégrer des nouvelles données, parce qu'on a des systèmes d'automatisation, de routine, qui vont permettre de faire des mises à jour également en fonction de l'avancement du tunnel, puisqu'on obtient de nouvelles données dans le cas des tunnels, et comme cela, pouvoir faire les changements de planning ou les changements d'outils en temps réel, on va dire, pour pouvoir gagner du temps, éviter les casses et voilà, les pertes de temps avec des changements de planning imprévus qui peuvent coûter très cher. Ici, c'est un autre exemple de modèle 3D d'un paramètre géotechnique, donc les VS, où je vous représente ici une seule des réalisations, mais on voit qu'à partir de peu de données, on peut obtenir un modèle basé donc, dans un premier temps sur la géologie et ensuite sur un paramètre géotechnique. Donc là, je vous ai présenté les différentes possibilités pour obtenir des cartes et des cubes, on va dire 3D, des modèles 3D, mais on a aussi la possibilité d'appliquer beaucoup d'autres approches géostatistiques un petit peu plus sophistiquées pour générer des modèles encore plus réalistes et de fait réduire encore plus les incertitudes et avoir des analyses de risques bien plus importantes. Donc, on va pouvoir travailler sur des statistiques multivariables, sur des régressions, sur des ACP. Donc, tout ça, c'est des méthodes mathématiques, des méthodes géostatistiques qui sont très poussées et qui sont mises en place dans notre logiciel. Et on pourra également travailler avec, de manière non continue, avec des variables discrètes, mais également avec des indicatrices. Donc voilà, toutes ces méthodes peuvent être mises en place dans notre logiciel. Et ici, je voulais vous montrer, pour faire un petit peu le lien vraiment concret avec tout ce qui est machine learning, qui est bien évidemment disponible avec la géostatistique, pour la classification hiérarchisée de vos différents domaines. Donc, vous pourrez prendre en compte l'information géologique et également l'information géographique pour pouvoir faire une classification de vos sondages, ce qui donnera différents résultats, comme vous pouvez le voir ici, avec différents groupes en fait, de données en fonction des coordonnées ou en fonction de la variable étudiée. Et vous pouvez faire un mix des deux informations. Ce qui vous permet, par la suite, de pouvoir faire également les simulations pour obtenir un modèle 3D basé
sur les blocs et sur les zones homogènes que vous avez prédéfinies. Donc là, en 3D, mais également en 2D, en section. Voilà la différence de résultat que cela peut donner. Donc, ça nous donne vraiment un détail de nos modélisations. Donc, je vous ai déjà parlé des possibilités d'automatisation. Donc, on travaille avec des batchs, mais vous avez aussi la possibilité de travailler avec du Python pour introduire directement les algos que vous auriez déjà réalisés dans d'autres logiciels ou avec d'autres types de fonctionnalités, des algos qui ne seraient pas disponibles dans Isatis Neo, vous y aurez accès directement via Python. Donc, les avantages, pour conclure, de la géostatistique, avant de passer à vos questions, on va être basé sur des modèles objectifs, sur l'information que l'on a, donc sur les données, et sur des modèles mathématiques. Donc, ça nous permet une valorisation des données à partir du contrôle qualité que l'on fait et que l'on est obligé de faire dès le début, et également l'intégration de grosses bases de données, donc via l'interopérabilité avec différents logiciels, mais également directement, uniquement dans Isatis Neo. Une qualité du modèle connu via son incertitude et que vous pouvez justifier et qui peut être audité, et une approche rapide. Donc, pas nécessaire de connaître CAD, Legis, et vous pouvez faire une mise à jour rapide de vos modèles. Donc voilà, j'ai terminé avec les différentes explications, les différents exemples que je voulais vous montrer qu'on pouvait mettre en place pour les modèles géotechniques à partir de différents types de données. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez essayer ou si vous voulez qu'on discute un peu plus en détail de ces différentes possibilités, de ces différentes méthodes. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Si Hélène, si vous arrêtez le partage d'écran, vous Voilà. allez réaccéder au chat. Voilà. Bon. Je ne vous ai pas interrompu parce que personne n'a posé de questions pendant le brillant exposé. Donc, ils étaient tous très concentrés et très à l'écoute. On a un petit peu de temps maintenant si certains, effectivement, souhaitent poser des questions. Alors, pour gérer les zones entre beaucoup de sondages et les zones avec très peu de sondages, vous aurez la possibilité de mettre différents poids, en fait, entre ces zones. Il y a différents types de crigeage. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais on a la possibilité, du coup, de prendre cette information en considération en mettant comme on va appeler ça, par exemple, des erreurs de mesure plus importantes dans certaines zones et moins importantes dans d'autres zones pour vraiment dire, dans ces zones, je suis vraiment sûre, et dans les autres zones, je suis un peu moins sûre. Il y a aussi la possibilité de travailler avec différents modèles localement. Donc, c'est ce qu'on appelle les anisotropies locales. Et de ce fait, on va également pouvoir prendre en compte ces différentes zones tout en faisant la modélisation en un seul coup, de pouvoir avoir différents modèles possibles sur la zone entière. Alors, pour définir des sondages complémentaires pour réduire l'incertitude, oui, c'est possible de rajouter ce qu'on pourrait appeler par exemple des sondages fictifs ou des sondages qui n'ont pas été jusqu'au fond ou jusqu'à la zone que l'on souhaite atteindre ou modéliser. On peut rajouter ces informations dans le logiciel. Prendre en compte, en tout cas, le maximum d'incertitude. Le crigeage avec inégalité, bien évidemment, pour ceux qui connaissent un peu plus la géostatistique.
Peut-être qu'il y a des questions qui sont un peu longues et c'est le temps de saisie dans le chat. Voilà, après, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à me recontacter par mail pour qu'on puisse approfondir. C'est vrai que là, c'est beaucoup d'informations d'un seul coup. J'ai essayé de ne pas rentrer dans les détails mathématiques pour pas perdre certaines personnes, mais ceux qui connaissent un petit peu la géostatistique pourraient se sentir un petit peu lésés. Donc voilà, n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez plus d'informations. Et on peut faire des tests sur vos jeux de données pour voir si vos données pourraient fonctionner et être prises en compte. Pour la différence entre Isatis Neo et Cartotrack, en fait, donc les deux sont des logiciels que GeoVariance fabrique. Les deux traitent de la géostatistique. On va dire que Cartotrack est un petit peu plus dédié à l'environnement et beaucoup moins flexible au niveau des différents outils qui sont disponibles à l'intérieur. En fait, Cartotrack a été développé dans l'esprit d'un workflow, alors qu'Isatis est vraiment une boîte à outils sur les outils géostatistiques. Mais on pourra en reparler plus en détail. Il y a plein de questions maintenant. Donc, Lucas, je reviendrai vers toi pour t'expliquer. Un petit peu plus haut dans le fil, avant de prendre les questions qui sont là, il y avait une question sur le coût. Et puis ensuite, il y a François Depardon qui précise sa question. Enfin, je vous laisse lire. Alors, pour parler de sondage physique réel à réaliser sur le terrain, oui, donc pas de sondage fictif, mais dans le cas de sondage, en fait, on va pouvoir faire une première cartographie à partir des données a priori que l'on a, ou de données historiques, et pouvoir définir la position de nouveaux sondages. Et on va pouvoir prendre sur ces sondages réels, mettre des informations complémentaires à certains endroits pour réduire les incertitudes du modèle. On peut vraiment jouer très localement sur certaines zones, plus que sur d'autres, si on le souhaite et si on a les informations qui nous permettent de faire ces choix et de les justifier. Alors, pour un projet de construction d'un remblai renforcé dans une zone d'accessibilité difficile, quel est le nombre minimum de sondages à faire? Superficie, environ 5 km sur 100 mètres de large. Comme ça, sans vraiment connaître les données, la zone, je ne pourrais pas donner un nombre minimum de sondages, mais comme je vous le disais dans la présentation, tout dépend de l'étendue, de la forme en fait de la zone également, puisque ça va conditionner la spatialisation et notre modèle. Faudrait vraiment, on peut en rediscuter en dehors pour voir un peu plus en détail les choses. Oui, alors pour la modélisation géologique, on peut bien évidemment combiner les données de sondage et les données structurales de surface. On peut combiner tous les types de données. Et donc, pour le niveau de compétence requis en géostatistique pour utiliser le logiciel, il n'y a pas... Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas besoin de connaître la géostatistique. Il faut un minimum comprendre, on va dire, ce que l'on veut faire ou ce que l'on souhaite faire. Après, il n'y a pas besoin d'être un expert en géostat pour obtenir un modèle. En fait, on a donc Isatis Neo, c'est notre nouveau logiciel que l'on distribue depuis à peu près 5 ans. L'ancien logiciel ne permettait pas à n'importe qui de l'utiliser. Aujourd'hui, là, on a vraiment travaillé sur le fait que ça devait être intuitif, ça devait être facile d'utilisation. Donc, dans tous les choix des paramètres, il y a un algorithme derrière qui permet de définir un usage ou un paramètre par défaut qui est intelligent et qui correspond aux données. Ça ne va pas être le même paramètre par défaut
pour n'importe quel projet ou pour différents projets. Donc, en fait, même si vous n'avez aucune idée des paramètres que vous devez utiliser, vous pourrez quand même utiliser et obtenir un résultat. Après, GeoVariance fait aussi des formations et il n'y a pas besoin, c'est un peu aussi avec la pratique que vous arriverez à faire les meilleurs modèles et à avoir différents résultats. Alors, des versions open gratuites pour l'enseignement, non. Par contre, on a des packs spéciaux pour l'enseignement et pour les universitaires au niveau du nombre de licences et à des tarifs complètement différents de ceux qu'on utilise pour les différents marchés. Alors, j'espère que je ne saute pas trop de questions, mais sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut exploiter les cartes d'erreur d'estimation, bien évidemment. On peut les prendre en compte. Ça fait partie d'une des variables que l'on va prendre en considération et qui, du coup, va nous permettre de réduire nos analyses de risque. Après, du coup, ces cartes d'estimation, en fonction de la propriété que l'on aura modélisée et du domaine dans lequel on travaille, ça sera allié et ça sera à mettre en conséquence avec, par exemple, des seuils de sécurité ou différents coefficients. Je sais que, par exemple, on travaille avec le nucléaire, on n'applique pas les mêmes coefficients en fonction des différentes propriétés. Et du coup, on a des cartes d'erreur d'estimation qui vont être différentes dans ces cas-là. La différence entre Isatis Neo et RGeostat, RGeostat, on va dire qu'il n'y a pas une interface très très facile. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités au niveau géostatistique pur dans Isatis Neo qui ne sont pas disponibles dans RGeostat. Après, un mixte des deux peut être envisagé aussi si vous connaissez très très bien RGeostat. Mais voilà, il y a plus de fonctionnalités et plus de possibilités, surtout au niveau des simulations de faciès dans Isatis Neo que dans RGeostat. Donc pour Mamadou, on n'a pas vraiment de données historiques sur les sites. Dans ces cas, est-ce que l'usage de géostatistiques les données historiques, c'est vraiment quelque chose que l'on peut utiliser en plus des données de sondage. Si on n'a pas de données historiques, on va faire avec et on va faire des prévisions ou des hypothèses, en fait, plus larges. Donc, c'est toujours… En fait, on va dire que plus la qualité des données est importante et plus la qualité des données est fiable, plus notre modèle sera fiable. Donc, en fait, après, voilà, on joue avec le risque, on joue avec la probabilité de prendre ou pas des risques. Alors, pour l'interopérabilité, oui, on peut exporter vers AutoCAD et vers d'autres logiciels. Je peux vous envoyer, vous pouvez revenir vers moi par mail et je pourrais vous envoyer un petit peu la liste des différents logiciels avec lesquels on travaille. Pour Mamadou, oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de données historiques, mais il n'y a pas beaucoup de données de sondage non plus. Ça sera toujours le même problème. Moins il y a de données, moins on est fiable. Après, on peut rajouter des affleurements ou des hypothèses. Si on sait qu'à cet endroit-là, on est convaincu, qu'on est certain qu'on a tel faciès, on va rajouter cette information pour contraindre notre modèle à passer par là. Je pense qu'on va devoir conclure. Hélène Binet vous disait tout à l'heure de ne pas hésiter à la contacter par mail. Vous pouvez, jusqu'à demain soir, la contacter très facilement via la plateforme Isolscope. Hélène Binet va être présente. Il suffit d'aller sur la liste des exposants, d'aller cliquer sur GeoVariance et puis de lui demander un contact. Ça peut se faire en audio, ça peut se faire aussi par l'intermédiaire de la plateforme en vidéo.
directement si vous êtes sur le site eSoulScope. Et puis, un système de prise de rendez-vous aussi. S'il y a vraiment beaucoup de gens qui souhaitent parler à Hélène Binet, il faudra que ce soit chacun son tour. Merci beaucoup pour cette présentation, Hélène. Merci beaucoup à vous tous. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi.